Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur un Rex DevOps SRE chez Criteo. Alors, un truc qui marche pour ceux qui veulent soumettre au CFL l'année prochaine, vous mettez plein d'acronymes un peu buzzword. Ils comprennent pas, ils disent ouais, on verra bien ce que ça donne. Donc, Rex, retour d'expérience, DevOps sur la dynamique, comment faire travailler des gens dans les développements et dans les opérations ensemble avec une nouvelle dynamique. SRE, j'explique après dans le talk. Et chez Criteo, on est une boîte qui travaille dans la publicité en ligne et on essaye de le faire bien. Sous-entendu, on essaye de proposer des publicités pertinentes aux gens sur Internet. Et moi, je suis responsable de la branche DevOps qui s'appelle SRE. On est une 70-75 personnes chez Criteo. Alors, 20 secondes sur qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. J'ai passé 7 ans chez la boîte qui s'appelle Mappy aujourd'hui à faire du développement C++, de serveurs haute performance, de DBA SQL Server, du système Windows. Quand on est dans une startup et qu'on est deux, ben on fait un peu tout. Et en fait, depuis, j'ai jamais choisi entre tous ces trucs-là. Donc j'ai continué à faire un peu de tout. Après, j'ai passé 5 ans dans un cabinet de conseil, entre guillemets, que j'avais créé avec un pote pour aider des startups à bootstraper leurs projets. Alors en 2008, il n'y avait pas tant de gens qui voulaient bouger dans l'informatique, la crise, tout ça. Donc on a aidé un certain nombre de petites boîtes avec des projets où des gens cherchaient des solutions techniques et des gens pour les faire. On a tourné plutôt autour de l'environnement JVM, Debian, Groovy, PostgreSQL. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Criteo depuis à peu près 3 ans et demi pour mettre ensemble tout ça, puisque Criteo est double stack avec et du Microsoft et du libre de façon assez agnostique dans les choix qu'on fait au fur et à mesure. Alors, Criteo, ça fait 12 ans que ça existe et c'est une boîte rigolote parce que c'est une boîte qui a été fondée par 3 ingénieurs. Et comme des bons ingénieurs français, ils ont fondé la boîte autour d'un algorithme. C'est-à-dire que généralement, quand on fait une boîte industrielle, on se dit l'important c'est de vendre et d'avoir un produit. Criteo a commencé autour d'un algorithme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, ils ont galéré à faire des sous. Ils ont galéré parce que l'algorithme en question, c'est un algorithme de recommandation par observation du comportement. En gros, ça observe des comportements sur beaucoup de data très rapidement et ça essaye de faire des prédictions sur les comportements qui n'ont pas été observés en déterminant des groupes de façon dynamique. Et si quelqu'un appartient à un groupe reconnu et n'a pas eu le comportement observé, la probabilité qu'il l'ait eu ou qu'il aura le même comportement que le reste du groupe est assez importante. Alors ça s'applique à plein de choses. Au début, ils ont essayé de l'appliquer à la recommandation de films. Donc la recommandation de films, vous avez vu tout un tas de films, vous dites que vous les avez aimés. On détecte que vous faites partie, alors pas de façon statique avec des règles, mais de façon dynamique avec de l'analyse de data, mettre du machine learning, alors pas au début, mais au fur et à mesure, oui. Vous faites partie d'un groupe de gens qui ont le même comportement, d'autres ont aimé des films que vous n'avez pas vus, la probabilité que vous aimiez les films que votre groupe associé a aimé est assez importante. Donc le produit marche bien, ça recommande des films, aujourd'hui Netflix le fait, enfin, on est sur des mêmes cas d'utilisation, sauf que en 2005, quand vous l'avez vendu à Allociné sur le web, vous l'avez vendu à Allociné et puis voilà, vous n'avez plus d'autres clients et donc ça fait pas d'argent même si le produit marche bien. Idem sur la recommandation de blogs. Vous avez aimé ces blogs-là, d'autres gens ont aimé ces blogs-là, ont vu d'autres blogs qu'ils aiment, vous devriez aimer ces blogs-là, ça marche bien, ça fait pas un copec. La dernière axe que je peux vous citer, c'est la recommandation de produits à la Amazon. Amazon fait beaucoup de recommandations sur sa page de garde. Donc le moteur sait faire ça, ils le font à l'époque, ils le vendent à la Redoute et 3 Suisses. Et une fois que vous avez vendu à la Redoute et 3 Suisses, voilà, vous avez fait le tour du marché. Donc c'est sympa, ça fait pas de thunes. C'est pas un secret que Criteo, début 2008, enfin dans la première partie de 2008, est passé à ça, de pas y arriver. Parce qu'à un moment, il faut bien payer les gens et manger. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un au conseil d'administration, un ancien Yahoo, qui dit mais votre algorithmique là de recommandation, ça s'appliquerait pas au milieu de la publicité en ligne parce que là il y a de l'argent. Et la réponse c'est ouais, ça marche. Et puis ça marche tellement bien que de 2008 à 2012, la croissance a été assez effrénée, le produit a bien marché. Alors il y a 2 disruptions dans l'introduction de Criteo dans le marché de la publicité en ligne. Il y a une disruption technologique qui est on va faire cet algorithme
de recommandations basées sur le comportement pour prédire quelles sont les bonnes pubs à afficher aux gens. Donc c'est un truc sympa, c'est que ça affiche des pubs plus pertinentes aux gens. Tant qu'à avoir de la pub pour payer, pour financer l'internet gratuit, autant qu'elle soit intéressante. Ça sert à rien d'avoir des pubs qui n'intéressent pas les gens. Ça intéresse aussi les annonceurs, puisque ça évite de diffuser 2 milliards de pubs à des gens qui s'en foutent, et donc on en diffuse moins. Et elle marche mieux. Et même pour les sites qui proposent de l'espace, ça fait qu'il y a moins de pubs qui sont affichées chez eux, mais qu'elles valent plus cher. Donc ils monétisent mieux une plus faible partie de leur écosystème, enfin de leur surface d'affichage, et ils peuvent vendre le reste sur d'autres modèles. Donc ça c'est le premier, c'est l'axe technologique. Le deuxième axe, c'est que Criteo débarque dans ce marché en disant ça fait depuis que le net existe, 96 la première manière, c'est à peu près là. Ça fait 12 ans qu'on vous vend de l'affichage. Dans le métier on appelle ça une impression, même si c'est pas du papier. On vous vend de l'affichage et on vous facture des milliards d'impressions sur des sites divers et variés. Puis savoir qu'est-ce que ça fait au-delà de la pub, c'est affiché. Tout le monde s'en fout. Et Criteo arrive et dit non, mais moi je m'occupe de payer les coûts d'affichage. Et vous, mon client, donc les gens qui veulent faire de la publicité, on va vous faire payer que si ça marche. Et le si ça marche à l'époque, c'est est-ce que l'utilisateur va cliquer dans la pub? Donc il l'a vu, il va cliquer dedans. Donc c'est quelque part, il y a quand même de grandes chances que ça l'intéresse un minimum. Et donc on a commencé par facturer ces trucs-là. Donc c'est un risque entre je paye des choses qui peuvent... si on est mauvais à choisir les pubs à afficher aux gens, ils ne vont pas cliquer. Donc on va risquer de perdre de l'argent. Donc c'est un espèce d'écosystème plutôt vertueux où on est poussé à faire de la bonne pertinence pour que les gens cliquent dans les pubs parce qu'ils ont les bonnes pubs pour eux. Donc c'est un peu gagnant-gagnant-gagnant. Ça a tellement bien marché qu'on a construit des genres de cathédrales. Alors, c'est une cathédrale en sable, il y a une vraie raison là-dessus. Mars 2013, enfin globalement début de l'année Q1 2013, on est arrivé à un croisement des chemins. Pendant tout Q1, à peu près, on a mis 0 fois en production. On a mis 0 fois en production n'importe lequel des modules. Il y avait déjà une 60aine d'applications. On a fait 0 bug fixe. On a fait 0 fonctionnalité. Rien, nada, nothing. Et pourquoi essentiellement, il y a un facteur majeur qui est les librairies, le versionning qui était fait. Les équipes ont grossi assez rapidement. Il y a à peu près une centaine de personnes à l'époque. 60aine de projets, chacun faisait ses libs, on assemblait les libs pour faire les applications qu'on mettait en production et qui prennent le trafic tout en haut, enfin en frontal. Et tout d'un coup, cet assemblage ne marche plus parce que ça s'appuyait sur un modèle de recommandation, enfin un module de recommandation, un module de prédiction, différents atteints. On assemblait tout, aucune SOA, aucune séparation, alors microservices, n'en parlons même pas. Et les versions des différentes libs qui étaient les mêmes utilisées par les composants faisaient qu'à la fin, on avait un assemblage qui n'était pas buildable. Et donc il y a eu deux mouvements à peu près simultanés, mais avec des dynamiques, enfin des provenances différentes dans la boîte à ce moment-là. Mi-2013, il y a eu une action top-down du management qui a dit ok, on prend tout le modèle de versionning, on le fout à la poubelle. Et on part dans une dynamique build from source. Alors, c'est pas du monorepo comme ça peut être présenté par Thierry au Quickie hier midi, mais en gros, on va prendre tous les repos Git de tous les projets, on va targeter head, on va les télécharger sur l'environnement qui build, et on va builder tout head en même temps. Donc, toutes vos versions, vos labels et tout ça, vous les foutez à la poubelle. On prend tout, on compile, et vous allez bosser pendant un trimestre pour faire en sorte que tout le head de tout le monde build en même temps. Alors ça a été dur à vendre aux produits parce que eux, ça faisait un trimestre qui râlaient en disant mais il n'y a rien qui sort, qu'est-ce que vous foutez? Et notre engineering VP à l'époque est allé les voir en disant bah écoutez, pendant un trimestre, il ne va rien se passer non plus. Vous allez être vachement contents. Et ils ont dit non mais c'est pas possible, il faut que ça sorte. Là, il dit bah vous avez le choix, soit vous nous laissez investir du temps pendant un trimestre pour qu'après ça marche, ou soit on peut refaire un trimestre comme celui qu'on vient de passer où on ne sort pas, et puis le trimestre d'après on refera un trimestre où on ne sort pas, puis le trimestre d'après on fera ça. Donc il a eu gain de cause au final, ce qui était plutôt une bonne idée, puisque on a repris les mises en production en septembre de 2013. Alors il y avait eu des capacités de faire des bug fixes assez rapidement, mais on a vraiment sorti de la feature demandée par le produit au tout début Q3. Donc ça, c'est cette première dynamique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de celle-là, ça pourrait faire l'objet d'un talk à part entière sur la dynamique build from source et toute l'historique. Il y a une deuxième dynamique qui est apparue à peu près au même moment, de façon assez étrange, c'est avec l'échelle.
En gros, à cette époque-là, on mettait quasiment plus de serveurs en prod qu'on en avait déjà. Donc, quand on en a 15, c'est facile, ça fait 30, 60. Et puis, je vous explique pas les puissances de 2, comment ça se passe mal en fait, ça devient vite très compliqué. Et à cette époque-là, il y avait à peu près, au début 2013, ça devait être 600-700 serveurs. On voyait les 1300 à la fin de l'année. On voyait que ça allait s'enchaîner. Les méthodes de management, admin système de ces écosystèmes étaient assez traditionnelles, soit basées sur des scripts d'installation, soit des outils legacy qui scriptaient les installations. Et c'était très orienté Windows, puisque la boîte est basée sur des technologies Microsoft, C Sharp, SQL, Microsoft SQL Server en particulier, parce que 2 des fondateurs sortaient de Microsoft Research. Et à l'époque, Linux commençait à arriver avec Hadoop Big Data, donc il fallait gérer les 2 écosystèmes. Et les outils n'étaient pas forcément adaptés à faire les 2 correctement. Et donc là, pour le coup, c'était pas un top-down, mais c'est plutôt un bottom-up. Il y a une équipe de gars qui se sont dit, on va changer les choses. Alors, très tôt, on a utilisé, pour nommer cette dynamique-là, le vocable SRE, alors en anglais SRE, Site Reliability Engineering. C'est un terme qui a été défini par Google, en particulier Ben Trainor, qui aujourd'hui, son titre exact, c'est 24/7 VP, donc le VP du 24/7. Je trouve ça très classe comme titre. Et il définit ça très tôt chez Google comme SRE, c'est ce qui se passe quand on donne pour mission à des développeurs ce qui s'appelait avant opération. Alors, c'est sa définition à lui. Moi, je trouve ça un petit peu agressif parce que ça a l'air de dire bon, les admin 6, vous savez pas faire, on va mettre des devs et ça va bien se passer. Alors, il se trouve que chez nous, c'est pas ce qui s'est passé. Il se trouve que chez Google, en fait, c'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a quand même des gens qui ont de l'expertise métier hardware, serveur, stockage, qui ont fait et qui font toujours partie des équipes SRE. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous, mais en gros, c'est la dynamique. Ils ont tellement développé cette dynamique qu'ils en ont fait un bouquin qui est pas une bible, même si la dynamique chez eux est très forte. C'est plutôt un recueil de recettes. Vous avez différents chapitres. Par exemple, il y aura un chapitre sur le monitoring, sur qu'est-ce que c'est qu'un error budget, les SLA et tout ça. Donc c'est épais. Il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est pas indigeste parce que vous pouvez prendre un chapitre qui fait 50 pages. Vous le tapez avant d'aller dormir. Alors c'est intéressant, donc vous endormez pas tout de suite, donc vous arrivez à aller jusqu'au bout. Mais voilà, ça permet de creuser des verticales qui font du sens dans chacun de vos scopes, parce que tout le monde n'a pas les problèmes d'échelle de Google. Alors juste un merci à Google pour avoir réussi à sortir un nom et un acronyme absolument imprononçable en français, ça me permet de faire des confs. Alors, le terme s'est répandu dans les sociétés basées dans la vallée, dans les Silicon Valley, mais pas que. En gros, on va retrouver des caractéristiques, une double caractéristique sur les sociétés qui mettent en place ce genre de dynamique. La première, c'est une exposition de services sur le web et un couplage de cette exposition avec des échelles importantes. Si vous prenez Spotify, pour vous, c'est pas un service web, mais toutes les requêtes qui partent de votre téléphone pour les recommandations, les chargements, tout ce qui est interaction avec l'écosystème, ça passe à travers une plateforme qui est exposée sur le web. Et il y a beaucoup d'audience à cause des utilisateurs et de la data. Twitter, j'explique pas. Facebook, c'est évident. Netflix, je pense que la conf de Michael tout à l'heure sur les systèmes distribués est assez éloquente. Atlassian, qui fait du hosting de Jira et Confluence dans le cloud, par exemple, ils ont des problématiques du même type. Ils ont une équipe SRE. Microsoft Azure sur la partie cloud, c'est clair. LinkedIn, alors LinkedIn, c'est un réseau social, mais alors par contre, en termes de messaging et de systèmes distribués, pareil, ils ont des problématiques importantes. Alors pourquoi cette image? Parce que c'est vraiment l'équipe commando avec plein de compétences différentes qui s'agglomèrent pour répondre à ces problématiques. Il manque des gens sur le slide. Vous savez dire quelles sont les boîtes qui ne sont pas dessus, qui devraient y être normalement? Pardon? Oui, Google, ils ont créé le truc, donc ils sont hors course, quoi. Mais à part eux. Alors, il manque Amazon, effectivement, qui a une grosse présence sur le web et qui a des problèmes d'échelle. Les équipes qui font ce métier-là chez Amazon s'appellent plateforme, donc c'est pas des SRE strictement. Et il en manque une autre qui n'est pas forcément évidente. Et il manque Apple, effectivement, parce qu'il rentre dans la catégorie via iCloud, qui
en particulier qui exposent beaucoup d'interfaces, plus tous les téléchargements qu'ils ont. Ils ont des équipes SRE, mais ils ne le disent pas, ils n'en parlent pas. Donc voilà, je respecte leur politique de secret. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation pure d'avoir une équipe SRE? Là, c'est vraiment comme ça qu'on est fait chez Criteo, je ne suis pas sûr que ce soit partout pareil. Il y a une dichotomie assez forte entre la R&D qui s'occupe de faire le produit et l'IT qui s'occupe globalement de toute la bureautique, la messagerie, les PC. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir SRE qui est dans la R&D et pas avec l'équipe IT? Bah, ça veut dire un truc assez complexe, mais très intéressant, c'est que quand vous faites un bilan comptable, vous n'êtes pas dans la même colonne. Parce que l'IT, c'est un coût, alors que la R&D, c'est une opportunité. C'est un investissement. Et tout d'un coup, quand vous regardez vos problèmes d'infrastructure quand vous inscrivez dans le bilan comptable, pas dans la même colonne, bah vous ne regardez pas les choses de la même manière. Vous n'essayez pas d'optimiser vos coûts, vous vous demandez comment vous investissez de la bonne manière. Ça a un autre effet intéressant, c'est que la proximité entre les devs et les gens qui font les opérations, d'une manière générale, que ce soit des sysadmins ou pas, elle est plus importante, et donc ça aboutit à, effectivement, à faire des choses qui sont corollaires du mouvement DevOps. Alors, pour faire du DevOps, il y a plein de façons de faire. Alors généralement, dans une boîte qui a été montée de façon traditionnelle, vous avez les devs, ils font du dev, et vous avez les ops, ils font de l'ops. Et au milieu, vous avez un gouffre qui fait aussi profond que l'Himalaya. Plusieurs stratégies existent, j'en montre quelques-unes. Une des stratégies, et ça pour le coup, c'est pour moi la traduction du principe de Google sur SRE, c'est de prendre des devs. Alors eux, ils n'envoient pas des devs avec les ops, ils envoient des devs, ils remplacent les ops. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'expriment. Mais globalement, je suis d'accord avec eux pour dire que d'une manière générale, les outils qui sont intéressants dans l'échange viennent aujourd'hui plutôt du monde des devs vers les ops. Git, l'automatisation avec des langages, les DSL, l'immutabilité des infrastructures. C'est des concepts qui sont plus nés côté agile du dev que sortis tout seul de l'écosystème des ops. Donc c'est un mouvement qui a du sens. Il se trouve que le mouvement inverse est aussi intéressant parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de l'informatique. Ça fait 20 ans que j'essaye d'expliquer à des gens qui sont des devs purs que non, une base de données, ce n'est pas un tableau en mémoire. Donc je le vous dis à vous, puisque vous êtes là, non, une base de données, ce n'est pas un tableau en mémoire. On ne parcourt pas un tableau, on ne redemande pas l'intégralité des données, ça ne marche pas comme ça. Donc cette expertise DBA, hosting, réseau, complexité, tout ça, qu'elle monte dans les équipes de dev, ça a un intérêt. Bon, il y a une méthode aussi, je la mentionne pour les stars, c'est on met tous ensemble, on met une grosse étiquette DevOps, et puis ça se démerde, et puis ça marche pas. DevOps, mettre tous ensemble avec une grosse étiquette, c'est globalement ce qu'aujourd'hui, les boîtes plus anciennes croient qu'ils pourront faire pour résoudre leurs problèmes d'infra. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, je vais expliquer un peu comment nous on a fait, mais je vous redonne un petit peu de contexte. Alors, Criteo, quand ça commence, c'est 2005. En 2005, le cloud, c'était une vaste blague. Ça pourrait débattre si c'est toujours une vaste blague ou pas. C'était des technologies Microsoft, parce que les fondateurs sortaient de Microsoft Research, enfin 2 d'entre eux, et donc ils ont construit sur ce qu'ils savaient faire. Et ça nous a emmené très loin, jusqu'à l'introduction en bourse, au moins. Et le modèle qui est sorti de là, hébergement traditionnel, technologie Microsoft, administration système classique. Donc on avait la prod et on avait les devs, en gros. Alors, juste un petit aparté pour expliquer pourquoi le cloud chez Criteo, ça ne nous va pas à nous. Ceci, c'est un tableau de bord. Alors, c'est Lexis qui fait ça et c'est disponible sur le web. Hein, c'est pas sur abonnement, rien, vous pouvez y aller. Et ils appellent ça la météo du cloud. Donc c'est le classement de plein de clouds. Et donc la première ligne, vous avez un numéro d'ordre et puis le nom. La deuxième, ils font des mesures depuis des simulations de post client. De combien de temps il faut pour dialoguer avec le cloud depuis des post clients. Là, on est par rapport à un post client qui se situerait en France. Et la troisième, c'est le taux de disponibilité observé. Donc aujourd'hui, le meilleur, c'était... Alors j'ai mis à jour ce matin, parce que j'avais un slide l'année dernière, le même, et je me suis dit, bon, allez, je vais être gentil, je vais remettre à jour. Globalement, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de changement d'ordre, mais globalement, les timings et les dispos sont pareils.
le premier Gandhi, 42 millisecondes pour faire un aller-retour entre un poste client et le cloud. Mais l'aller-retour réseau, enfin rien d'autre, quoi. Pas la conf d'avant, on parlait de temps de service. Il n'y a pas de temps de service, un fichier statique, un truc qui répond directement. Disponibilité 99-28. Alors au moment où tout le monde parle de disponibilité à 3.5.9, là on est loin. Je vais prendre, par exemple, vraiment au hasard, un grand du cloud qui a des instances en Irlande, et on va descendre dans les percentiles. Au 95e pourcentile, ça veut dire que vous avez 5% de votre trafic qui est encore au-delà de ça, mais à 95% de pourcentile, vous êtes à 209 millisecondes. Alors pourquoi nous, ça ne nous va pas? C'est que nous, on est dans un business où il faut qu'on ait des échanges publicitaires entre nous et les réseaux d'enchères, et nous et les postes clients qui sont en dessous de 100 millisecondes. Donc en dessous de 100 millisecondes, il faut être au 75e pourcentile. Et au 75e pourcentile, on est à 88 millisecondes. C'est-à-dire que j'ai 25% du trafic, je ne peux rien en faire, je ne peux pas faire de business dedans. Et au 75e pourcentile, il me reste 12 millisecondes pour moi faire des trucs intelligents de mon côté. Voilà pourquoi Criteo a ses propres data centers, enfin loue d'espace de data center, ses propres serveurs, parce qu'on les met à des endroits stratégiques pour la relation entre nous et les réseaux d'enchères et la distribution avec les interconnexions avec les ISP nous-mêmes. C'est parce que c'est important pour nous. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, loin de là. Je referme la parenthèse là-dessus. Donc croissance importante, prod d'un côté, dev de l'autre. Comment dire, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que ce que je disais avant, croissance sauvage, vous mettez plus de serveurs que vous en avez dans prod pendant plusieurs années de suite. Et un truc con, c'est la mise à jour de tout ça. Quand c'est fait avec des outils d'administration traditionnels, ça se passe pas bien. Et puis au bout d'un moment, vous mettez plus à jour parce que c'est difficile. Puis à un moment, c'est l'urgence, c'est la cata. Patch Tuesday Microsoft. Au secours, on va mourir. Allez, une couche de plus. En plus, on était des warriors. On l'est toujours, mais pour de meilleures raisons. La méthode de mise en prod à l'époque, c'était du lâcher de DLL dans des remote desktop. Je mets en prod. Vas-y, lâche. Bang. Ah, ça a pété. Pourquoi? Parce que YOLO, quoi. Hein. Non, ça vous dit pas? Bon, alors, mi-2013, il y en a une petite équipe là qui s'est constituée qui a dit non, mais juste on va mourir. Et puis comme on n'aime pas ça mourir, on va changer les choses. Et c'est les 3 Gus là, ils se sont dit allez, on va changer la culture. On va changer la culture. À l'époque, Criteo, c'est déjà 100 développeurs, c'est déjà 700 personnes, donc toute proportion gardée vis-à-vis de boîtes qui sont là depuis plus longtemps, ça commence déjà à être une grosse boîte, quoi. Et à 3, ils ont dit nous, on va s'attaquer au premier truc qui nous semble important pour construire l'avenir. On va réinstaller tous les serveurs avec une méthode qui est scalable et qui est immutable infrastructure. Alors en 2013, au début de l'année, ça devait être 700, à la fin c'était 1400, enfin ça fait déjà beaucoup, quoi. Et ils ont choisi un outil à l'époque, ils ont choisi Chef pour la capacité à faire du Linux et du Windows. Et ils ont essayé d'évangéliser et ça s'est super bien passé. Ils ont rencontré absolument aucune résistance, c'était génial. Donc voilà, ça s'est très très mal passé parce que ils sont arrivés et le principe le plus dur, c'est le changement de culture et la remise en cause de l'expertise. Vous venez expliquer à des gens qui font ça, dont c'est le métier, ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont fiers de leurs outils, que non, mais arrête. T'es ingénieur réseau, t'es une star de la CLI Cisco, t'as une valeur ajoutée énorme dans l'entreprise, mais tu vas arrêter de le faire comme ça, tu vas mettre dans le Git et c'est un robot qui va déployer la conf. La réponse n'a pas été polie. Mais au fur et à mesure, on s'est dit, il y a quand même des choses intéressantes à faire. Donc, on revient sur le modèle. On avait des devs d'un côté, des opérations de l'autre, la prod, un gouffre au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la stratégie? Alors, la stratégie que nous, on a choisie, c'est de pas d'envoyer des mecs à droite à gauche, mais on a dit, OK, sur les 3 qu'on a vus, il y avait un dev, C#, junior, un administrateur système, qui avait déjà un peu de bouteille, qui avait fait une banque et un ISP, et un administrateur réseau, pareil, plutôt volontaire et jeune. Il est toujours jeune dans sa tête. Et on a construit autour de leur dynamique un pôle en disant, OK, côté prod, qui y a d'intéressant pour mettre avec? Et côté Ops, qui y a d'intéressant avec les mecs. En gros, on a récupéré les devs qui se faisaient du système distribué, donc Hadoop, Couchbase, Memcache, c'est court, je ne vais pas citer tout le monde. Et côté prod, les administrateurs système. Je fais court. Et monitoring, enfin bon, bref.
On a mis tout ça, on a mis un gros tampon SRE en disant c'est la dynamique dans laquelle on veut aller. Le challenge principal, il n'a pas été technique, parce que les outils, au final, on arrive pas mal à échanger avec. Le challenge principal, il a été, pour moi en tout cas, puisque c'est moi qui me suis retrouvé à gérer le bazar, ça a été de faire qu'ils bossent ensemble. 18 mois. 18 mois avant que les gens se sentent un petit peu genre, non mais on est des potes, on band of brothers, on est là pour faire le même métier et on va s'aider, quoi. Et après, ça a bien marché. Donc, au fur et à mesure, on a dit, bon, maintenant qu'on a un truc où on a de l'agilité, du DevOps et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le but, c'est pas de faire une cinquième colonne qui marche dans son coin et puis le reste, genre, on recrée des difficultés. Non. Et en fait, on a eu des dynamiques, si ce n'est des gens, qui ont pris cette dynamique-là et qui ont réexporté. Je vais prendre la première chose qui s'est passée, c'est par exemple au réseau, on a effectivement passé sur un modèle plus SDN. Au hosting, qui est quand même les gens qui achètent l'espace, enfin qui le louent, qui posent des boîtes en métal, des racks pour mettre des boîtes en métal avec des CPU Intel et des switches dedans. Et quand on leur a demandé de faire une nouvelle salle à 5000 serveurs pour le cluster Hadoop, alors avant on faisait les passages de fibres à la main. Là il y en avait 1400 je crois, 1440, un truc comme ça, enfin 12 x 12 quoi. Et à la main, c'est pas possible, quoi. Donc à un moment, ils se sont dit, bah c'est cool, on va apprendre des méthodes logicielles, on va avoir un algorithme qui va le faire le truc pour nous. Bah si vous avez une équipe très sysadmin, ils se retrouvent dans un problème, ils savent pas faire. Là, la collaboration dev plus des opérations de ce type-là permet de faire des choses qui avant étaient juste pas possibles dans le modèle. Et même après, on a une dynamique de gens qui ont passé du temps dans les opérations industrielles et tout ça, et qui vont apporter de la connaissance. On a des gens qui étaient dans l'équipe Hadoop, par exemple, qui ont pris des positions de tech lead ou même dev lead dans des équipes machine learning, parce que la connaissance du matos et de MapReduce, comment ça marche, ça aide vachement à faire des trucs plus efficaces là-bas. Donc ce brassage-là, on l'a créé et forcé, on va dire, en termes de collaboration dans une cellule, mais dès qu'on a vu qu'il y avait de la synergie, que ça marchait bien, on s'est dit, mais faut l'étendre, faut la sortir. Ça pivote, la façon dont ça marche, ça pivote autour de valeurs qui sont assez simples, mais qu'il faut répéter souvent pour que les gens s'en rappellent. C'est comprendre au sens je t'ai pas entendu, je t'ai écouté et j'ai compris ce que toi tu avais à dire parce que tu as une expertise qui est intéressante. Il y a le côté on fait les choses ensemble, c'est pas j'ai fini ma partie, j'ai une interface, je te passe les choses, c'est non, on a le même bus ensemble, on n'a pas le même métier et on collabore autour de ces choses-là. Pour collaborer, il faut partager l'information d'abord, mais aussi essentiellement les outils. Alors encore une fois, c'est beaucoup des outils de dev, Git, en particulier sur la gestion de conf, qui n'est pas forcément facile à apprendre pour les gens qui font du sysadmin depuis plus ou moins longtemps. Et puis l'entraide. Voilà. On a une culture, alors pas que chez SRE, chez Criteo d'une manière générale. Moi, j'ai quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois. Il avait déjà fait 15 boîtes avant. Et son feedback après 6 mois, lors de l'interview de comment ça se passe, c'était c'est une boîte de malade, quoi. J'ai un problème, je demande de l'aide, des gens viennent m'aider. Je fais ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. En gros, SRE, c'est la mission système distribué, gros scale, session sur Internet. Pour moi, DevOps, c'est plus une question de méthodologie, comment ça marche. Alors, je vais montrer les missions, les différentes missions, et où est-ce que DevOps, en fait, non seulement ça aide, mais en fait, ça débloque des choses qui ne sont pas faisables sinon. Alors, la mission SRE chez Criteo, c'est concevoir, installer, opérer, maintenir, faire croître des très grands systèmes distribués. Aujourd'hui, on a 20 000 serveurs. On a des clusters Hadoop qui font 1500 machines. Si vous n'avez pas vu la conf de Rémi sur les clusters Hadoop, je vous invite à la regarder sur YouTube quand elle sera disponible. Ça vous donnera un petit peu les enjeux, les ordres de grandeur. En opération, le chiffre simple à retenir, c'est 180 milliards de hits par jour. Donc 9 data centers, il faut les prendre. Donc on a des équipes qui s'occupent de l'escalade de premier niveau. On va retrouver des métiers, des missions traditionnelles. Enfin, on fait de la prod informatique avec une certaine manière d'y regarder, mais on a une cellule d'escalade qui coordonne les incidents. Alors ce qui est intéressant là, c'est que le déploiement est fait par l'équipe qui gère les incidents, enfin qui fait la coordination des incidents. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui font le dev qui déploient, c'est pas les gens qui font l'infra qui déploient, c'est une équipe qui fait ni l'un ni l'autre, mais dont le KPI, le nombre, c'est combien on a déployé de fois par trimestre. Vous vous rappelez, en 2013, il y a un trimestre, ou 2 trimestres de suite, on a déployé 0 fois. Aujourd'hui, par trimestre, on déploie 1800 fois.
Ça, c'est possible quand on a les outils et la dynamique dans ce sens-là. On a une équipe qui gère les identités sur la prod et on a une équipe Follow the Sun avec une grosse partie des gens à Paris, des gens à Palo Alto en Californie et à Hong Kong en Chine pour avoir toujours 2 paires d'yeux réveillés. Ça évite de voir des gens qui se réveillent à 4 heures du mat et qui sont un peu dans le gaz pour gérer des opérations. C'est pas très efficace. C'est une équipe DevOps. Donc, des outils comme ça. Alors, j'ai très honte de montrer l'outil de déploiement qu'on a eu parce que Michael a montré celui de Netflix, la Spinnaker, et il est beaucoup plus beau. Ça fait exactement la même chose. Hein. Donc, c'est du déploiement cross data center. On peut choisir la plateforme de test, les serveurs Canary, les serveurs de prod. Alors, les serveurs Canary, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux sur lesquels on déploie en premier, mais qui sont réellement en prod. Pourquoi Canary? C'est comme les canaris dans les mines. C'est-à-dire que quand il y avait des coups de grisou, il y avait du gaz qui et ils crevaient en premier. Bah là, nos serveurs qui crèvent en premier, c'est ceux-là. Et on s'arrête si ça passe pas. On est capable d'intervenir. Vous voyez, il y a toute une liste de serveurs dans, je ne sais plus quel DC c'est, à New York. Là, on est capable d'avoir de la finesse. On est capable de faire du full deploy, du test, rentrer, sortir des serveurs. Enfin, ça nous donne toute la flexibilité sur un outil de déploiement nous-mêmes. Si on n'a pas des devs dans des équipes d'opération là-dessus, on ne peut pas faire ses propres outils. Ça ne marche pas, quoi. Il y a un petit côté un peu... je vais être un peu méchant, mais esclave du ah bah ça n'existe pas, bah je suis bloqué, je baisse les bras et je baisse la tête, quoi. Donc ça débloque des choses, ça permet de faire des choses qui sont adaptées à notre chose. Alors, on ne fait pas que des trucs par nous-mêmes, hein. On utilise beaucoup de choses de l'open source. Le but, c'est pas de, on essaye de pas avoir trop le syndrome not invented here pour faire du bon français. Un autre axe, c'est le pôle core. Donc c'est eux qui vont gérer les 20 000 serveurs au niveau OS. Donc comme je disais, on a des doubles stacks, Linux et Windows. L'écosystème, c'est Chef parce qu'on a beaucoup investi dedans. Il s'occupe de tout ce qui est driver aussi, ça a l'air con, mais un cluster Hadoop avec 1500 machines, 16 disques par machine. Si vous avez un problème de firmware sur les disques, il faut flasher les firmware des disques, c'est la fête. Si vous le faites à la main, vous vous tirez des balles. Si vous avez une jolie infrastructure d'automatisation qui roll out et tout, vous gagnez vraiment des perfs. Et on a une offre interne de plateforme as a service au-dessus de Mesos. Ça ressemble à ça. Donc nous, notre availability, on est très fiers, c'est 99-91. On fait mieux. Alors après, le 3 millisecondes qui est là pour répondre à une question qu'on m'a déjà posée dans d'autres confs, c'est pas à comparer aux 42 millisecondes qu'il y avait dans le tableau d'avant, puisque ça, c'est notre latence interne, et c'est pas l'exposition finale au client, mais voilà. En interne, à la sortie du load balancer, on sait être relativement... C'est un vrai tableau, hein, c'est pas du fake, il y a un truc en rouge, il y a des trucs qui marchent pas, hein, c'est une prod normale, il n'y a pas de mystère. Un autre endroit où c'est intéressant d'avoir toute cette dynamique DevOps, c'est dans les écosystèmes data. Donc nous, on travaille beaucoup avec Hadoop. Pour nourrir Hadoop, on a Kafka. Alors je vais prendre Kafka, c'est pas difficile. On a commencé il y a 3 ans, on était en 0.7.1. Si vous n'avez pas des devs pour aller lire le code des brokers et recoder des choses dedans à l'époque, juste, ça marche pas, quoi. C'est une bêta pour une bonne raison. Et donc avoir une équipe qui a des capacités, des gens qui savent le hardware, savent quelle machine il faut mettre en face pour que ce genre de truc marche à l'échelle, et des devs qui collaborent pour faire les adaptations nécessaires pour que ça colle à votre business et que ce soit à peu près stable, c'est indispensable, sinon ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est un peu sorti du bois sur Kafka, ça va un peu mieux. L'équipe est plus à l'aise. Hadoop, encore une fois, regardez la conf de Rémi, vous aurez des exemples de code qu'on pousse upstream pour résoudre ces choses-là. On fait du Couchbase Cassandra sur les systèmes distribués, et on a du Elasticsearch, du Graphite. Alors Graphite, c'est pareil, c'est génial, c'est un système. Si vous regardez sur les forums, tout le monde vous dit « Ouais, c'est génial, c'est pas un système distribué. Tu le poses sur une machine, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, c'est génial, ça marche. » Alors, à 1 milliard de points toutes les minutes, ça se passe pas bien du tout. Sauf que quand vous allez sur le forum pour dire « Eh les mecs, moi, 1 milliard de points, ça passe plus. » Tout le monde dit « Mais personne n'a ce genre de problème. » Donc quand on se retrouve tout seul avec son problème, encore une fois, la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir des gens qui sont capables de changer les choses qui sont en dessous. Et pour le coup, on a open sourcé un plugin, on va dire, de Graphite qui permet d'avoir son stockage dans Cassandra et d'avoir le stockage horizontal scale dans Graphite. Et donc, on peut passer des points, ça se passe mieux. Encore une fois, DevOps, c'est indispensable pour franchir ce genre de barrage. Tableau de bord de Kafka.
Encore une fois, c'est rouge, donc c'est de la vraie prod. C'est par DC, il y a tous les topics, on voit tout un tas de trucs. Le chiffre intéressant, c'est au milieu, là. C'est 2,4 millions de messages par seconde. Notre score est à 8 sur 60 bécanes. C'est une très belle techno, même si ça demande beaucoup d'investissement. Ça permet. Enfin, j'avais des rencontres avec une grande entreprise du public française qui s'occupe de distribuer du courrier papier. Et ils demandent leur question, donc c'est une rencontre autour des sujets streaming et ça, et leur question c'était mais est-ce que ça va tenir la charge? Et je leur dis bah, c'est quoi la taille de votre problème? Bah, on a 1 million de colis par jour. Et j'ai dit mais combien d'événements? Ah ben dans la livraison à peu près 10 hein, sur plusieurs jours, hein. D'accord. Ben, on va dire qu'on va prendre tous les éléments par jour sur une seule journée, ça fait 10 millions par jour. Nous on est à 8 millions par seconde. Ça va bien se passer. Donc il y a plein de problématiques sur Kafka. Vous croyez que vous avez un problème de big data. Ça demande du temps avant d'arriver à ce type de perf, mais aujourd'hui on a des outils incroyables pour faire des choses qui sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Notre mission SRE chez Criteo va jusqu'à intégrer les outils de développement. C'est-à-dire qu'on est les fournisseurs des usines logicielles, de la CI, du système de review pour toute la R&D. Pareil pour les outils de monitoring système et d'agrégation et d'alerting. Et Internal Tools, on gère les wikis d'Atlassian et le ticketing Jira Confluence pour toute la boîte pour le coup. Parce que pour nous, c'est des critiques, donc on n'a pas laissé les autres s'en occuper. Pourquoi on a besoin de DevOps dans ces secteurs-là? Je vais prendre un exemple en particulier. Quand vous avez du code C# qui fait 24 millions de lignes, et que vous dites en 2013, on va avoir une stratégie où on prend tout ce code-là, on le rassemble et on le build ensemble. Bah, votre CI devient un système distribué. Et c'est compliqué de builder. Surtout que quand vous dites on build à chaque fois que quelqu'un a fait un commit et il veut un retour, ben, vous pouvez pas le faire patienter 2 heures pour avoir le retour de son commit en pré-submit. C'est pas possible. Et donc, ben, on a des usines logicielles. Il nous faut du dev qui est capable d'assembler. Alors ça, c'est le tableau de bord, donc ça se voit bien. Alors, dans les trucs rigolos, c'est le tableau de bord C#. On a une usine C#, une usine Python, une usine JVM d'une manière générale. On est principalement sur du Java sur la partie Hadoop et du Scala pour le reste. Mais on pourrait builder un peu tout ce qui se passe sur la JVM. Ça, c'est l'usine C#. Encore une fois, il y a du rouge, donc c'est de la vraie vie. Et dans les trucs rigolos, vous voyez qu'il y a un test Linux, un build.NET. Alors, c'est pas marqué, mais c'est .NET Core et test.NET Core. Donc, on fait du C#, mais on regarde vraiment les trucs rigolos qui se passent en C#. Tout ça, c'est tout automatique. C'est-à-dire que vous allez avoir le build, le test sur les différentes plateformes qu'on teste, les tests end-to-end, donc ce qu'on appelle test d'intégration d'une manière générale. Le rollout en pré-prod, donc à chaque fois qu'il y a un commit qui fait partie d'un paquet de commits qui sont buildés ensemble, il y a un retour fait aux développeurs. Si ce retour est positif, automatiquement c'est déployé sur la plateforme de pré-prod. Donc les développeurs ils codent toute la journée, c'est déployé sur la plateforme de pré-prod en instant. Si ça casse des choses, ils prennent des alertes dans Slack et on a les chatbots qui les engueulent. Derrière, on fait un test deploy sur la plateforme de test. Ensuite, le rollout est manuel pour faire Canary plus production pour éviter, enfin manuel, via l'outil de rollout dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, avoir ce genre de finesse de comment on gère les systèmes distribués, c'est bien d'avoir des gens qui sont et des opérations parce qu'il y a des problèmes de scaling et du dev pour faire la glue qui va. L'autre outil qu'on a là-dedans, c'est le suivi des commits. Parce que quand vous avez... Alors aujourd'hui, Criteo, c'est 500 personnes à R&D. Il doit y avoir 400 devs. Donc c'est bien, 400 devs, ça permet plein de choses. Mais alors qu'est-ce qu'ils produisent comme commit tous les jours? C'est invraisemblable, quoi. Et donc cet outil-là regarde par repo. Alors vous avez une drop-down tout en haut à gauche, je sais que c'est petit pour le fond, mais il y a 257 projets dedans. Et par projet, vous voyez le niveau de commit. On voit les chiffres au bout, là. Donc il y avait 500 commits qui montent au fur et à mesure que le code est produit. Et vous avez des verticales pour ce qui est une mise en production. Alors quand c'est vert, c'est que ça marche. Quand c'est rouge, c'est que ça n'a pas marché, c'est un rollback. D'ailleurs, on voit les suivantes sur les rouges qui vont au-delà du rollout. Cet outil est intéressant parce qu'il permet non seulement d'avoir de l'alerting. Donc maintenant, quand chaque équipe, une équipe responsable d'un projet franchit un seuil, alors qui est défini par projet, il y a des gens qui sont plus ou moins productifs et c'est normal ou pas.
pareil, ils se prennent un Slack pour dire les gens là, il faudrait peut-être faire une release. Vous avez 500 commits en attente, c'est pas possible. Il faut faire des micro-batchs de commits pour avoir un retour de est-ce que votre truc marche en production le plus rapidement possible. Un. Et deux, l'outil est intéressant parce qu'à côté de la drop-down, il y a un champ de recherche et vous pouvez taper dedans un SHA-1, le nom d'un committeur, un full texte pour savoir fixe quelque chose, où est-ce qu'est le truc, et tout d'un coup sur les arbres, vous avez des petits points rouges. Alors, je ne peux pas vous faire la démo en live, mais des petits points rouges qui apparaissent pour dire voilà, les commits qui matchent ta recherche ont été faits dans ces dynamiques-là. Pour débugger, troubleshooter, trouver des trucs, trouver des coupables surtout. C'est très très bien. Donc voilà, encore une fois, vous ne pouvez pas faire ça si vous avez une équipe IT traditionnelle qui regarde les outils, qui dit j'ai installé SourceTree ou GitOasis ou GitLab ou j'ai mon truc dans GitHub et je dépends de leur tooling parce que des fois je veux faire plus et je veux pas attendre d'appeler un éditeur pour leur dire je veux plus quoi. Donc ça permet de faire des outils comme ça et à 300 commits par jour reviewés 2 fois dans Gerrit, franchement on survivrait pas sans ces outils-là à l'échelle non pas de serveurs mais de développeurs qu'on a aujourd'hui. Donc les équipes ont grossi en nombre. Là, c'était le nombre qu'on était. En haut, c'était le nombre qu'on était il y a 2 ans. C'est les team building. Et ça, c'était le dernier en septembre. On est très content d'avoir des femmes dans les équipes Ops. Et en particulier d'avoir une équipe Hadoop où on a 2 femmes. Je pense qu'on est les seuls au monde. Merci. Est-ce que vous avez des